Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour la première des deux émissions que nous consacrons au dressage du buffle, du cheval et de l'éléphant. Le thème du dressage d'un animal a longtemps servi à illustrer comment une personne en quête spirituelle doit s'y prendre pour dompter sa nature et parvenir à l'éveil. Celui du buffle dans l'école Chan fait partie de ceux qui sont le plus fréquemment évoqués. Alors que signifie cette métaphore du dressage du buffle? À quelle époque s'est-elle développée? Quelles en sont les différentes étapes? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invitée, Catherine Despeux. Catherine Despeux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le taoïsme et traduit des textes bouddhiques, dont certains issus de l'école Chan, ainsi que des sutras. Et vous avez traduit notamment Le chemin de l'éveil à l'asiathèque. Un travail d'ailleurs remarquable, je le précise. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Catherine Despeux. Alors, je le disais, le fait d'évoquer le thème du dressage du buffle, mais aussi celui du cheval, de l'éléphant, correspond à une quête spirituelle, laquelle plus précisément? Dans ce cas précis, le dressage d'un animal sert à illustrer le cheminement en fait, d'un disciple qui part de son état ordinaire pour essayer d'aller vers ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'éveil. Et cette métaphore, au fond, sert à indiquer un paradoxe sur lequel se sont penchés beaucoup de philosophes et beaucoup de religions, qui est comment arriver à trouver la paix et à maîtriser ce qu'on a appelé la partie animale, c'est-à-dire tous nos instincts, toutes nos émotions, qui peuvent nous emmener très loin de la paix intérieure, qui est un des buts recherchés dans le bouddhisme. Et cette image du dressage d'un animal a été utilisée dans le bouddhisme Chan parce que les maîtres cherchaient souvent à trouver des exemples qui parlaient aux gens, qui étaient proches de leur vie quotidienne. Or, le domesticage d'un animal était quelque chose de très fréquent dans la vie rurale. Bien sûr. Alors, le thème du dressage du buffle, on le disait, est très présent dans l'école Chan. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ? Alors, le bouddhisme Chan a en fait repris cet exemple du dressage d'un animal qui existait déjà dans les textes anciens dès le 2e, 3e siècle en Chine. Des textes ont été traduits sur le dressage du buffle ou de l'éléphant et du cheval. Dans ces sutras, le Bouddha explique aux disciples que le travail qu'ils doivent faire sur leur esprit est semblable, au fond, aux qualités que doit avoir un bon bouvier ou un bon pâtre quand il veut domestiquer son animal. Et cette image a été reprise par les maîtres Chan. Surtout, on la voit apparaître pour la première fois chez Nanyue Huaizhang, qui était un disciple du 6e patriarche Huineng, et qui explique à son disciple Mazu que dans le travail sur l'esprit, il ne s'agit pas simplement d'être en méditation assise avec son corps, mais que c'est vraiment l'esprit, c'est le travail sur l'esprit qui est plus important. Et pour cela, il lui dit, si vous avez un chariot qui est attelé à un buffle, est-ce que vous allez fouetter le buffle ou est-ce que vous allez fouetter le chariot? Et par la suite, dans l'école de Mazu, qui est le grand-père spirituel de Linzi, donc une figure très importante dans le bouddhisme Chan en Chine, la plupart de ses disciples ont utilisé d'une manière ou d'une autre cette métaphore du dressage du buffle pour les disciples. Et c'est vraiment une image qui est devenue très populaire au 8e, 9e, 10e siècle. Alors, elle a donné lieu à des poèmes, des dessins. À quoi est-ce que cela correspond-il ? Alors, c'est apparu au 11e, 12e siècle. Donc, oui, un petit peu plus tard. Un peu plus tard, à une époque où le bouddhisme Chan prend d'autres qualités et notamment va aller vers un bouddhisme beaucoup plus littéraire, où les lettrés chinois vont s'intéresser beaucoup au bouddhisme Chan comme aussi une expression littéraire possible. Et le 11e, 12e siècle, c'est aussi une époque en Chine où on voit apparaître d'une manière générale cette habitude d'essayer de représenter des principes philosophiques ou des pensées à l'aide de schémas et à l'aide d'illustrations. Donc ce sont ces deux choses combinées qui font qu'on a vu apparaître à partir du XIIe siècle des dessins du dressage du buffle
qui était accompagné de poèmes, la poésie étant un des moyens d'expression qu'adoraient les lettrés, et notamment les maîtres Chan. Alors, il existe différentes versions de cette métaphore du dressage du buffle. Quelles sont-elles et quelles sont leurs grandes caractéristiques? Alors, c'était une image tellement populaire que beaucoup de maîtres ont essayé d'exprimer leur vision de ce dressage du buffle. Et on a donc eu des tableaux avec 4 dessins, avec 6, avec 8, avec 10, avec 12. Mais au fond, c'est la version à 10 tableaux qui a été la plus populaire et qui s'est perpétuée par la suite après le XIIe siècle. Et dans ces versions en 10 tableaux, il y a 2 tendances principales. Une tendance qui est représentée par la version dite de Pu-Ming, qui a eu tellement de succès qu'après on a des représentations et des poèmes par une quinzaine de maîtres Chan, et la représentation de Guo-Han, qui, elle, a donné moins de poèmes, mais qui a été la version, au fond, qui a eu le plus de succès au Japon et qui a été vraiment celle qui est restée la plus célèbre au Japon. Mais à cette époque, ce dressage du buffle était tellement important, tellement populaire, qu'il existe aussi en Chine, dans la province du Sichuan, des sculptures qui représentent les 10 tableaux du dressage du buffle. Donc c'était vraiment quelque chose de très populaire. Alors j'aimerais que l'on revienne maintenant sur ces 2 versions, ces 2 tendances dont vous nous parlez. Est-ce que l'on pourrait s'attarder d'abord sur la première, qui était la tendance de Pu-Ming, et si vous pourriez nous donner aussi un exemple pour que l'on comprenne bien justement la manière dont elle illustre ce dressage du buffle? Alors, très schématiquement, dans ces 2 tendances, on peut dire qu'il y en a une qui se rapproche plus de la vision gradualiste du bouddhisme Chan, où le cheminement est un cheminement progressif qui consiste à nettoyer l'esprit pour pouvoir voir sa nature profonde, donc à enlever tout ce qui obscurcit l'esprit pour arriver à la luminosité, pour arriver à l'éveil. Et la seconde serait plutôt proche de la vision subitiste, qui considère non seulement que l'éveil est une expérience soudaine, à laquelle on a accès soudainement, mais surtout, dans cette idée de subitisme, c'est cette idée que dans l'expérience ultime, la nature de Bouddha et le monde ordinaire sont saisis simultanément. Il y a identité de ces 2 choses. Il n'y a pas de raison de donner plus d'importance à un aspect plutôt qu'à l'autre. C'est la saisie simultanée de ces 2 aspects qui représentent vraiment la compréhension ultime dans cette vision. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter 1, voire 2 tableaux dans la première version, Catherine Despeux? Alors, la première version, déjà, il faut dire que donc, ce sont des dessins qui sont en carré, où vous avez un personnage qui représente la personne en cheminement, le buffle qui représente en fait la nature de l'esprit qui est toujours porté vers les passions, vers les instincts et qu'il faut dompter. Et puis ça se passe dans un paysage naturel avec un arbre, des rochers qui sont les éléments indispensables en Chine pour désigner la nature. Et au départ, dans le premier tableau, vous avez un nuage qui représente la noirceur, l'obscurcissement de l'esprit, et petit à petit un soleil qui apparaît. Dans cette vision aussi, le buffle est au départ noir et progressivement il blanchit jusqu'au 10e tableau qui est représenté uniquement par un cercle. C'est-à-dire c'est l'image à la fois de cette totalité, de cette expérience de l'absolu, de la vacuité. Et pour prendre un exemple, au 5e, donc il y a un cheminement progressif. D'abord, il faut trouver l'animal, ensuite commencer à le domestiquer, l'attraper, et une fois qu'on l'a par la laisse, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la nature profonde et l'esprit ordinaire qui s'installe, petit à petit, cet esprit ordinaire est dressé. Donc c'est ce qui est représenté dans le 5e tableau,
où, comme cette nature est dressée, il n'est plus besoin d'avoir de lien pour l'attacher, elle suit tout naturellement, et au fond, on est dans un état de conscience et de concentration où les choses sont toutes naturelles, il n'y a plus d'effort à faire dans la recherche ni dans la concentration, mais on se rend compte que toutes les choses sont déjà là, à l'intérieur de soi, présentes. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de cette deuxième tendance, donc koan? Alors, dans la deuxième tendance, les tableaux sont dans un cercle. Oui. Ils sont concentrés sur le bouvier et sur le buffle, essentiellement. Et ce cercle indique justement cette simultanéité entre l'absolu, c'est-à-dire l'aspect global, totalitaire de l'expérience de l'éveil, et le monde ordinaire avec tous les phénomènes. Donc il n'y a pas de progression avec blanchiment du buffle dans ces 10 tableaux. Et alors que la première version termine au 10e tableau avec le cercle qui représente la vacuité, dans cette seconde version, le cercle qui est la vacuité et qui est l'oubli à la fois du petit moi ordinaire et d'une certaine quête, en fait il n'y a plus rien à chercher, eh bien cette représentation du cercle se trouve au 8e tableau. Et le 10e tableau représente un personnage avec un baluchon sur le dos qui est vêtu en haillons, qui fait face à un autre personnage plus jeune. Et au fond, ce personnage plus jeune, c'est la personne qui a commencé à se mettre en quête, qu'on voyait au début du premier tableau. Et le personnage avec son baluchon, eh bien, c'est le sage éveillé tel qu'aimait bien se le représenter à un moment donné les maîtres Chan, c'est-à-dire un sage qui cache sa sainteté derrière des atours absolument tout à fait ordinaires, quelqu'un qui va sur les marchés pour essayer de convertir les êtres sans faire briller cette sainteté. C'est quelqu'un qui reste caché, qui a effacé au fond toutes les traces de ce cheminement qui l'a mené vers l'éveil. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que la personne éveillée et la personne non éveillée sont là en même temps, puisque dans cette vision, tout le monde a la nature de Bouddha dès le départ, qu'au fond, il n'y a rien à chercher. Tout est déjà là, dans toute sa simplicité. Alors, pour conclure rapidement, Catherine Despeux, j'aimerais savoir si ces images sont toujours utilisées et accueillies encore aujourd'hui. Quelle est la valeur actuelle de ces images ? Alors, en Chine populaire, à ce que je sais, ce sont des images que l'on n'utilise pas. En revanche, au Japon, c'est quelque chose qui est encore très utilisé dans les monastères zen, puisque zen, c'est la prononciation japonaise du Chan chinois. Et il existe d'ailleurs dans un temple de Kyoto de très belles aquarelles, de très belles représentations, de très belles peintures de ces 10 tableaux de koan qui sont conservés précieusement dans ce temple de Kyoto. Donc c'est quelque chose qui est encore très vivant au Japon et un peu moins en Chine. Très bien, je vous remercie infiniment pour tous ces éclaircissements et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Avec plaisir. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, celui dont nous nous sommes servis pour préparer cette émission, Le chemin de l'éveil de notre invitée Catherine Despeux, publié à l'Asiatech. Vous y retrouverez les thèmes du dressage du buffle dans le bouddhisme Chan, le dressage du cheval dans le taoïsme, ainsi que le dressage de l'éléphant dans le bouddhisme tibétain. Un travail remarquable où vous pourrez trouver le texte en chinois, accompagné donc de sa traduction et de dessins de l'époque. Et enfin, Lao Tse, le guide de l'insondable, également de notre invitée Catherine Despeux aux éditions Entrelacs. Un ouvrage passionnant pour mieux connaître la philosophie de cette grande figure de la pensée chinoise, un cheminement vers la connaissance de soi pour œuvrer dans le monde. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.